À moins de 3 semaines des rites du Hajj, les 12 000 pèlerins nigériens attendent toujours leur acheminement en Terre Sainte. Le ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine a visité ce matin les sites de construction des digues de Saga et de Goudel pour constater le niveau d'avancement des travaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. La vie politique de notre pays est en proie à des trépidations qui mettent en scène des partis politiques de plus en plus éloignés des aspirations du peuple. Qu'est-ce qui explique cette attitude de la part des partis politiques? Élément de réponse dans ce dossier signé Ali Cissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le Niger est un grand pays. Cependant, la vie politique de notre pays ne cesse de surprendre par le comportement de l'ensemble de la classe politique. De plus en plus, une sorte de détachement s'opère entre les partis politiques et les citoyens. Les partis politiques ne jouent plus leur rôle d'encadrement politique à l'endroit des citoyens. L'intérêt propre des dirigeants des partis prend le pas sur l'intérêt général. Ce qui a provoqué cette réaction de Djori Ibrahim, acteur de la société civile. Et je pense que ce que nous vivons au Niger est plus que de l'hypocrisie. Au regard de 25 ans d'apprentissage démocratique, aujourd'hui, au regard de ce que nous vivons, les éléments tangibles sont là pour prouver que le pays est tout simplement trahi par son élite politique. Tous les colmatages ont été expérimentés et aujourd'hui on voit que tous les indicateurs sont au rouge et au même moment l'élite politique en tant que telle ne s'affaire qu'à son positionnement et à sa propre survie. Les formations politiques, les rêves nés des années 90 après la conférence nationale souveraine, de voir des formations politiques en tant qu'espace de proposition de projets de société aux citoyens, de compétition en termes de valeurs, en termes donc de protection, de promotion des droits humains, de la démocratie, de la liberté et au finish pour réduire, n'est-ce pas, la satisfaction du bien-être individuel et collectif du Nigérien. Aujourd'hui, cet objectif est tout simplement trahi. Vous pouvez promenez votre micro sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui, vous allez tirer la conclusion qu'il n'y a aucune affection des Nigériens vis-à-vis de sa classe politique. Les partis politiques de notre pays étant plongés dans la tourmente de la confusion, revient aux jeunes de s'impliquer pour prendre la direction des partis politiques. En fait, c'est d'appeler les jeunes politiciens de toutes ces formations politiques à se révolter. Pour défaire la classe politique nigérienne trop vieille et qui n'a aujourd'hui aucun résultat à prouver. Vous constatez entre les 3 derniers mois déjà, pour coller à l'actualité, les discours qu'ils ont servis aux Nigériens. À un moment donné, on avait l'impression que ce pays-là allait exploser du fait de prises de position incendiaires des uns et des autres, se jetant toutes les responsabilités et se qualifiant de tous les noms d'oiseaux. Quelques mois après, ils viennent s'embrasser en public et veulent que l'opinion nigérienne accepte cela comme étant un exercice démocratique. Je pense que ça, c'est tout simplement décevant, c'est tout simplement contraire à nos valeurs traditionnelles, nous Nigériens, nous Africains, qui voulons voir des personnes âgées faire preuve d'un minimum de constance, d'un minimum de responsabilité, d'un minimum d'esprit de suite, d'un minimum de cohérence de leur discours, de leur prise de position. Parce que ceux qui observent ne sont pas idiots. Ainsi, selon Djori Ibrahim, une réorganisation des partis politiques s'impose dans leur façon de concevoir l'exercice du pouvoir d'État. Je ne suis pas en train de dire qu'à l'unanimité, et effectivement, toutes les formations politiques sont animées de personnes qui sont au même degré pourries. Souvent, ce n'est pas vrai. Mais il y a des personnes peut-être qui sont des valeurs, qui sont étouffées et qui gardent le silence ou prennent leur distance. Mais en prenant leur distance, en gardant leur silence, ceux qui les servent la pourriture. Parce qu'ils font un vide et ils leur permettent maintenant de développer cette pourriture-là. Alors que leur devoir vis-à-vis de la société nigérienne, c'est justement d'avoir un engagement de se démarquer et de dire non à cela. Même s'ils sont seuls, ils n'ont pas à compter le nombre de doigts autour qui partagent leur lecture pour dire non, mais tout simplement parce qu'il s'agit de la responsabilité individuelle, du devoir des citoyens de dire non à ceux qui estiment que ce n'est pas bien. Et je pense qu'il y en a beaucoup au sein de ces formations politiques qui savent que ce qui se passe là, ce n'est pas bien.
il vaut mieux s'en départir et pour l'histoire se dégager. Et je pense que quand vous discutez avec les gens, il y en a beaucoup qui contestent. Mais ce qui manque de beaucoup là qui contestent, c'est l'engagement à pouvoir assumer cette contestation. Mais il faut bien qu'un jour, que ça vienne, que les gens disent que trop c'est trop, qu'ils arrêtent. La vie politique de notre pays est à la croisée des chemins. Un positionnement qui doit amener l'ensemble de la classe politique vieillissante à prendre conscience qu'il est grand temps de donner le témoin à une nouvelle génération de politiciens aptes à assurer le progrès de notre pays. Problème dans l'acheminement des pèlerins nigériens en terre sainte. À ce jour, les 12 000 pèlerins nigériens attendent toujours le déblocage de la situation pour leur acheminement. Ils se disent quand même sereins. Le reportage est de Asma Seydou et Ibrahim Abdou. Ils sont tous candidats à l'édition 2016 du Hajj. La sérénité se lisait sur leur visage pratiquement au dernier tournant avant de s'envoler pour l'accomplissement de ce rite religieux. Présents sur les lieux de leur agence de choix, ils s'activent avec une certaine lueur d'espoir. Bon, en fait, en ce qui concerne cette agence-là, depuis le démarrage, ils nous ont donné la date du 26. Et je crois que les préparatifs sont encore en bon train. Vous constatez que je viens de récupérer le sac du candidat. Donc nous sommes toujours dans le délai. Et je crois qu'en ce qui concerne les aspects techniques et la logistique, ils sont encore au point. En tout cas pour l'instant, on n'a pas de problème majeur. Reconnaissance aussi affichée à leur agence pour avoir su rondement les encadrer avant le top départ. Ils ont vraiment bénéficié d'une formation. Parce qu'au regard de cette formation, je peux dire que tous les rudiments ont été mis à notre disposition. Par rudiment, c'est les enseignements, c'est les doigts, c'est les rituels à effectuer au lieu saint de l'islam. À travers des conseils, parce qu'on a mis à notre disposition non seulement des brochures, mais même des cassettes CD pour pouvoir bien prononcer les doigts. Mais ensuite, à l'occasion des formations qu'ils dispensent, il y a d'autres conseils aussi qu'ils nous donnent, des conseils d'usage, notamment comment se comporter arrivé au lieu saint de l'islam. Le 26 août 2016, une date à laquelle sont vivement accrochés ces futurs pèlerins, car c'est celle officiellement annoncée pour leur acheminement en terre sainte pour satisfaire à un des piliers de l'islam. Le ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine a effectué ce matin une visite sur les sites de construction des digues de Saga et Goudel. Objectif, constater le niveau d'avancement de construction de ces travaux. Le compte-rendu de Nafis Zakou et Nasser Seydou. Constater de visu le niveau d'avancement de la construction des digues de Saga et Goudel, c'est le caractère revêtu par cette visite terrain du ministre en charge au niveau de ces deux sites. Un pas emboîté au Premier ministre sur ces mêmes lieux il y a quelques jours de cela. Nous sommes très contents vraiment de ce que nous avons vu sur le terrain pour la construction de ces deux digues qui doivent faire normalement plus de 11 km. Aujourd'hui, nous avons visité au moins 6 à 7 km et demi qui sont en train d'être finalisés. Et je pense que les entreprises statues qui s'occupent de ça et puis l'entreprise Moré sont en train de faire du très bon travail. Par exemple, au niveau de la première digue de Saga, l'entreprise a souhaité attendre un tout petit peu jusqu'à ce que le fleuve se retire pour avoir la carrière. Nous leur avons dit qu'ils peuvent aller faire 17 km et demi pour un aller, retour 17 km et demi, donc 35 km pour avoir une nouvelle carrière et faire le travail. Des digues à entretenir pour parer à toute éventualité, vœux émis par l'autorité de tutelle aux bénéficiaires. Nous demandons aussi à la population de mettre un peu du sien et surtout à la ville de Niamey de s'occuper du curage des fosses. Parce que nous avons vu des caniveaux très pleins et que le projet, la dernière fois que le Premier ministre avait visité ces endroits, ils avaient souhaité eux-mêmes, émis le vœu de ramasser un peu ces ordures-là. Et je pense qu'une fois que c'est fait, je pense que les choses vont aller d'elles-mêmes. Ce n'est pas des petites choses, c'est des grands investissements que l'État est en train de faire avec l'appui de la Banque mondiale. Et nous encourageons véritablement tous les acteurs sur le terrain que nous avons vus. Et nous leur avons dit que nous sommes disponibles pour venir à chaque fois que de besoin voir ce qui est en train de se passer. Nous allons continuer à les sensibiliser toute la population de Niamey pour dire que
enfin, le président de la République a bien compris qu'il faut véritablement faire quelque chose pour ces populations, donc elles doivent accompagner les autorités présentes. La construction de ces digues, en plus d'être bénéfique, est aussi opportune, surtout en cette saison pluvieuse où les inondations sont récurrentes. L'initiative a agréé l'assentiment, tout comme l'appui des partenaires que sont la Banque mondiale et le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU. Journée porte ouverte depuis hier lundi à la clinique de l'Association pour le bien-être familial ANBF de Dar Salam. Cette journée vise à rehausser le taux de la planification familiale en offrant gratuitement des prestations sanitaires. Le reportage. Consciente des manques de moyens de la majorité de la population nigérienne et voulant contribuer à l'amélioration de la santé des femmes et des enfants les couches les plus vulnérables, la clinique de l'Association nigérienne pour le bien-être familial ANBF du quartier Dar Salam organise depuis le lundi 22 les journées portes ouvertes et ce jusqu'au 24 août 2016. Toutes les prestations sont offertes gratuitement. La clinique ANBF a débuté les activités des journées spéciales, de 3 journées spéciales portes ouvertes depuis la journée d'hier, le 22. On va continuer ces journées jusqu'au 24 août, Inch'Allah. L'objectif recherché, c'est de contribuer à rehausser le taux d'utilisation des méthodes modernes de contraception. Il y a la consultation prénatale pour les femmes enceintes et il y a la consultation nourrisson pour les enfants de 0-2 ans. Il y a aussi le dépistage du cancer du col qui sera gratuit. Il y a le dépistage aussi du VIH-Sida. Toute cette gamme de soins seront gratuits durant ces 3 journées. On a constaté un engouement important depuis la journée d'hier et ça a commencé même aujourd'hui, ça va. Les bénéficiaires apprécient ces journées portes ouvertes et appellent les autres femmes à saisir une telle opportunité. amfano kangara borga hambano dai no borka ga ceci kun waka yam dai ni gote borese ne go kwakal suba girbin zameno ban kan sin da bani buram ka ga dinga ga hambano matakan cin na ga hima da haitu wai do harai kambu da bora kai ga bora haitu ogun nise da dor fo saga walyacin de problème fo ga mo ikici borasi. Au regard de l'engouement suscité par cette initiative dite de journée porte ouverte, il est loisible de faire le constat que les objectifs assignés seront largement atteints. Les différents services qu'offrent les opérateurs de téléphonie mobile à leur clientèle, à l'image de M-Koudi, permettant de mener des transactions financières, sont-elles bénéfiques ou non aux consommateurs? Élément de réponse à travers ce reportage assigné Adam Soumana et Ibrahim Abdou. L'avènement de la téléphonie mobile et l'évolution des technologies de l'information et de la communication constituent en un point de douter une aubaine pour les consommateurs avec les innombrables facilités de service qu'offrent les opérateurs de téléphonie à leur clientèle. Entre autres services accordant des avantages aux clients se trouve ce que d'aucuns appellent M-Koudi, Orange Money ou Flouze. Cependant, ce service serait des fois source d'énormes désagréments pour les consommateurs. Depuis que Airtel Money a été créé, j'ai payé mes factures avec Airtel Money. Maintenant, aujourd'hui, on me dit que chez moi, on est en train de couper l'électricité. Et moi, je savais que j'avais même gardé le message où j'ai payé la Nigélec. Maintenant, on me dit que c'est coupé. J'ai montré aux agents de la Nigélec. Ils ont dit non, pour eux, c'est pas réglé. J'ai appelé Airtel Money grâce à un ami qui est là-bas. Il m'a mis en contact avec un service 1300 ou quelque chose comme ça. Il m'a appelé, je lui ai dit bon, voilà mon problème. Moi j'ai payé, il faut même vérifier. Vous m'avez même envoyé un accusé de réception, soit disant que j'ai payé. Et voilà, maintenant on m'a coupé l'électricité. Vous savez la solution qu'il me propose? Au lieu de me remettre mon argent, au moins si ce n'est pas versé à la Nigélec, oui, il me propose de laisser mon argent là qu'il avait déjà amputé avec Airtel Money. Maintenant de repayer la même facture que j'ai payée afin que je paye l'amende de rétablissement de mon électricité chez moi, l'électricité de chez moi,
soit disant que le mois prochain, ils vont essayer de me rembourser ce qu'ils m'ont. Voyez-vous les désagréments? Une situation pour laquelle l'acteur de la société civile, la voix des sans-voix, dit être saisi à maintes reprises par les consommateurs. Nous avions été appelés par 3, 4 ou 5 personnes ce matin pour nous faire cas de cette arnaque. Chez RTL ou chez la Nigélec, on va dire, les citoyens n'ont aucun droit, ils n'ont que des devoirs. Et même devoir, on te fait payer 2 fois ou 3 fois le même devoir. Mais quelle est votre responsabilité par rapport au contrat qui lie la Nigélec et RTL ou la Nigélec et une autre compagnie? Voyez-vous, c'est parce que la Nigélec n'a aucune considération pour les clients, elle n'a aucune considération pour le contrat qui vous lie en tant que client et la Nigélec, que les gens se permettent de faire ça. Par conséquent, pour l'acteur de la société civile, cette situation ne doit pas rester impunie et entend user des moyens légaux en leur possession à cet effet. Les citoyens dont vous avez entendu, je vous ai parlé de 4 ou 6 appels que nous avons reçus. Demain, plaise à Dieu, nous allons nous rendre les guichets de l'Angélec avec eux et comprendre de quoi il s'agit concrètement. Et ils ne vont pas payer une deuxième fois leur facture. On va leur ramener leur électricité parce qu'en aucun cas ils n'ont été responsables de ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, nous allons faire un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de l'arnaque, de comment c'est en train de se passer. Et au-delà, nous sommes dans un état de droit. Si cela ne parvient pas à faire en sorte que la Nigélec se calme ou créer les conditions d'un bon service aux clientèles, nous allons créer les conditions pour qu'on aille à la justice avec nous sommes dans un état de droit. C'est des organismes qui sont créés soit par l'État, soit par l'international pour chercher de l'argent. Le citoyen aussi a ses droits et ses devoirs qu'il doit conserver. Et la justice est là au milieu pour réguler la marche de la société. Notons par ailleurs que les 2 sociétés accusées à tort ou à raison dans cette affaire ont fait preuve d'une bonne volonté et de disponibilité à éclairer leur clientèle sur cette situation dès que les éléments nécessaires pour cela seront réunis à leur niveau. Affaire donc à suivre. La ville de Niamey connaît de plus en plus de nouvelles constructions modernes qui contribuent à faire de notre capitale une grande ville. Cependant, on remarque que l'autoconstruction de ces immeubles par des particuliers ne favorise pas un meilleur respect des normes en vigueur dans le domaine de l'architecture. Le reportage est de Michel Deji et Sadoudoumi. Le visage de la capitale Niamey ne cesse de changer avec une apparition croissante d'édifices modernes à la place des anciennes habitations qui progressivement perdent leur place dans le centre-ville. Des nouvelles constructions qui ne font malheureusement pas dans leur grande majorité objet de respect des strictes normes en la matière aussi bien sous l'angle architectural que social. La personne, dès qu'il achète sa place, il vient, il construit ses étages sans prendre en compte ses voisins qui sont à côté. Vous savez, nos douches, comment sont nos douches? C'est des douches qui sont juste à l'angle, donc sans fermeture. Et celui qui est dans la douche n'est pas du tout en sécurité, donc nos intimités ne sont pas vraiment respectées. Moi, je constate qu'il y a peut-être une certaine incompréhension parce que ça relève de la mairie et la mairie doit, avec la cohabitation des architectes, elle doit définir les normes, comment les choses vont se passer. Pourtant, il existe bien des normes à respecter dans la mise en œuvre de tout projet de construction d'immeubles. Le cadre de vie ne peut pas être adéquat, ne peut pas être fonctionnel, d'accord, si on ne consulte pas un architecte pour une opération de construction. Il y a également un procédé quand même pour les constructions. Il y a des manières de construire en respectant le dosage, en respectant toutes les normes en la matière. Donc celui qui ne consulte pas un architecte ne peut pas avoir un document contenant toutes ces informations, lui permettant de construire, d'édifier son immeuble pour qu'il résiste dans le temps. Du coup, si tout celui qui est porteur du projet de construction se permet de construire comme il veut, on ne peut pas avoir des villes qui sont bien édifiées, on ne peut pas avoir des villes qui répondent aux exigences moderne du fonctionnement des villes. C'est pour ça qu'ici au Niger, vous avez tendance toujours à voir que on n'a pas quand même une ville qui est belle, on n'a pas des villes qui sont belles, nos villes ne répondent pas aux exigences des villes modernes.
Au-delà de tous les autres inconvénients qu'il présente, un immeuble mal construit expose à un risque d'effondrement aux conséquences fâcheuses, d'où la nécessité pour l'État de réguler davantage ce secteur qui ne doit être exclusivement laissé au bon vouloir des personnes nanties. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.